Les titres tout de suite. Genève, un plan de paix présenté aux négociations. La Bosnie divisée en 10 régions. Les musulmans ne sont pas d'accord. Boucheltsine à Moscou. Demain, il signe le traité START 2 de désarmement. Question, sera-t-il appliqué dans les faits? Mauvaise nouvelle pour les automobilistes français. Les assurances vont augmenter, des primes en hausse de 10% au premier trimestre. Les changements en Europe après le 1er janvier 1993. Exemple, l'alcool aux frontières, notamment pour les Anglais. Reportage. Bonsoir. Négociation de la dernière chance, dernière réunion avant l'intervention militaire, bref à Genève. L'heure était à la solennité aujourd'hui. Les belligérants bosniaques, des 3 parties en présence, serbes, croates et musulmans, sont restés 3h30 autour de la table. En discussion, un plan de paix qui diviserait la Bosnie en 10 régions. Il a été présenté. Accueil contrasté. Jacques Merlino à Genève. L'émotion était forte ce matin à Genève, dans cette salle du Palais des Nations, où tous ceux qui se font la guerre en Bosnie se retrouvaient autour d'une table. Il y avait Alija Izetbegović, président de la Bosnie-Herzégovine, l'homme qui tient tête aux Serbes depuis 9 mois à Sarajevo. En face de lui, Radovan Karadžić, le chef des Serbes de Bosnie, le patron des forces qui assiègent Sarajevo. À ses côtés, Dobrica Ćosić, président de la Yougoslavie, et puis Franjo Tuđman, président de Croatie, non loin de Mate Boban, chef des Croates de Bosnie. Pour présider la réunion, Cyrus Vance, et devant lui, des documents très attendus. D'abord, un projet de constitution faisant de la Bosnie un État décentralisé. Et ensuite, une carte proposant un découpage de la Bosnie en 10 régions autonomes avec un statut de ville ouverte pour Sarajevo. Cette carte, distribuée plus tard, était très attendue officiellement. Elle n'a pas de base ethnique, mais répond à des critères géographiques, économiques et politiques. Sur la base de ces documents, les négociations ont repris dans l'après-midi, mais cette fois en 2 groupes séparés, d'un côté les politiques, de l'autre les militaires. C'est vrai que les Serbes de Bosnie ont accueilli plutôt favorablement le plan. C'est vrai aussi que les musulmans n'ont pas l'air d'accord. À Genève, on retrouve Jacques Merlino. L'accueil était contrasté, Jacques. Oui, écoutez, il est un petit peu tôt, évidemment, pour dire si ces négociations vont aboutir. Tout à l'heure, dans les couloirs, le président Izetbegović, musulman, estimait que la carte proposée était très mauvaise. Son adversaire, son ennemi, Karadžić, le Serbe, jugeait quant à lui que cette carte constituait un bon document de départ. Première observation, en tout cas, c'est que l'on continue de se parler et les documents proposés sont étudiés. Seconde observation, les Serbes obtiennent près de la moitié du territoire de la Bosnie, mais cela divisé en 2 grosses provinces et une petite, éloignées les unes des autres, ce qui posera donc des problèmes de liaison. Les musulmans, quant à eux, obtiennent 2 provinces et demie, totalement enclavées. Ce sont donc les musulmans à qui l'on demande de faire le plus grand sacrifice. Troisième observation, si officiellement ce découpage ne repose sur aucune base ethnique, la complexité de la carte laisse penser tout le contraire. Ce qui veut dire que si l'on se met d'accord sur le principe du découpage, eh bien les négociations finales seront très longues, car il faudra étudier la carte à la loupe pour ne pas oublier le plus petit village. En somme, le plan proposé ici prend modèle sur la Suisse et son découpage en cantons. Passer de la Bosnie déchirée à la Suisse paisible, tel est l'enjeu de cette négociation. La comparaison suffit pour que l'on comprenne la difficulté de la route qu'il reste à parcourir. Merci Jacques. Sur le terrain, c'est-à-dire en Bosnie même, on suit bien sûr les négociations de Genève, mais sans y croire vraiment. Jean-Jacques Le Garec est à Sarajevo. Peu ou pas d'informations en provenance de Genève à Sarajevo. La radio elle-même n'a pas de contact avec ses correspondants et presque plus personne n'a de pile pour l'écouter. Alors, quand on amène cette carte à quelqu'un, on découvre assez vite qu'il ne voit pas comment ce découpage peut calmer les tensions. C'est une solution qui joue sur le partage, sur la distinction ethnique, sur une différenciation sur des bases ethniques et religieuses. Et l'histoire de la Bosnie prouve que justement sur la multiethnicité, sur la tolérance, sur la coexistence de différentes religions et de différentes ethnies, elle a réussi à passer des siècles et dans une atmosphère plutôt enrichissante pour tous. Par conséquent, je pense que c'est une solution qui est historiquement contre
l'être même de la Bosnie et qu'elle reflète plutôt des tendances des extrémistes en Bosnie et de ceux qui ne connaissent pas suffisamment la Bosnie. Est-ce que vous pensez que les Serbes et les musulmans peuvent encore vivre ensemble? Écoutez, le problème se pose à différents niveaux. Il y a des crimes qui ont été commis. Par conséquent, il y a des criminels qui les ont commis. Et ces criminels doivent paraître devant des cours de justice internationale pour des crimes de guerre. C'est là que se trouve la solution. Les gens veulent que leurs victimes, leurs proches, soient vengés par la justice, non pas par une guerre. Est-ce que vous redoutez une reprise des combats pour les semaines à venir? Oui, je redoute une reprise des combats, effectivement, parce qu'on a eu, dans les proclamations du cessez-le-feu et lors des grandes réunions internationales, des conférences concernant la Bosnie-Herzégovine, toujours une reprise de la guerre qui était beaucoup plus accentuée qu'elle ne l'était auparavant. Par conséquent, après Genève, après cette réunion de Genève, j'attends, ainsi que mes compatriotes, une reprise des combats assez sévères. En tout cas, le week-end est aux négociations sur d'autres sujets. Deuxième capitale diplomatique ce samedi, Moscou, où George Bush est arrivé tout à l'heure pour y rencontrer Boris Yeltsin. Au programme de leur discussion, tous les conflits du globe, mais aussi le traité de désarmement START 2 qu'il devrait signer demain matin. Marcel Tria à Moscou. Rien n'est assez beau pour l'ami américain. Et c'est dans la somptueuse salle des facettes, au Kremlin, que Boris Yeltsin a invité George Bush au dîner d'apparat de leur dernière rencontre en tant que président. Une rencontre au sommet dont les deux hommes ont voulu faire leur triomphe commun. Permettez-moi, Monsieur le Président, de considérer l'accord START 2 comme notre cadeau commun aux habitants de la Terre. Les réformes, répond George Bush, ne sont jamais faciles à faire. Cela, nous le comprenons. Mais votre peuple n'a jamais fui les tâches difficiles. C'est pourquoi, dans ce défi, l'Amérique sera de plus en plus à vos côtés. Boris Yeltsin, qui a tant misé sur la reconnaissance et l'aide américaine, ne pouvait espérer mieux. D'autant plus que Bill Clinton a fait savoir qu'il poursuivrait à l'égard de la Russie les engagements de son prédécesseur. Une ambiance chaleureuse, bien agréable pour George Bush, qui avait subi quelques heures plus tôt une véritable douche froide à sa descente d'avion. Après les 35 degrés de Mogadiscio, 22 degrés au-dessous de zéro à Moscou. La guerre froide est peut-être terminée, mais l'hiver russe, lui, ne capitule toujours pas. C'est vrai que dans l'esprit, ce traité, START 2, est important. Et d'ailleurs, les deux grands n'ont pas hésité sur les termes. Pour George Bush, c'est le plus important traité de désarmement jamais signé. Pour Boris Yeltsin, c'est le document du siècle. Vrai ou presque vrai? Voyons d'abord le contenu de ce traité START 2. Pascal Doucet-Bon. Avec le premier traité START signé en 1991, c'était 30% des têtes nucléaires ex-soviétiques et américaines qui devaient disparaître. START 2 va non seulement plus loin, mais il est aussi beaucoup plus réaliste. Les arsenaux des deux pays ne sont plus évalués par des calculs compliqués. On sait désormais combien de missiles de chaque type possèdent chacun des deux camps. START 2 s'attaque aux plus terrifiantes des armes nucléaires stratégiques, les missiles à ogives multiples. La Russie devra réduire le nombre de ses têtes nucléaires de plus de 6000 à 3000. C'est la fin de la carrière de la plupart des lanceurs SS mis en service il y a 20 ans. De leur côté, les États-Unis promettent de passer de 8500 à 3500 ogives. Ce sont essentiellement les Trident et les B-1B qui sont concernés. Une fois START 2 appliqué, en 2004, théoriquement, les deux grands auront réduit leur armement nucléaire au niveau de la fin des années 60. Un niveau encore très inquiétant, chacune des 6500 ogives qui vont rester en service est au moins 20 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Alors tout de suite, on va retrouver Marcel Tria à Moscou. Marcel, c'est vrai que c'est bien de signer un traité, encore faut-il que ce traité soit réellement appliqué dans les faits. Marcel ? Je vous entends très mal, mais tout le problème, effectivement, c'est de savoir si le traité START 2 sera appliqué 1 an et demi après. Le traité START 1 ne l'est toujours pas. La Russie est bien l'héritière de l'URSS, mais elle n'est pas seule concernée. Il y a aussi le Biélorusse, il y a aussi le Kazakhstan et l'Ukraine. L'Ukraine surtout, qui pose des conditions, qui exige une aide financière plus importante pour l'aider à démanteler ses fusées, qui demande le droit d'utiliser les matières fissiles contenues dans les fusées et dans les têtes nucléaires entreposées sur son territoire, et qui exige aussi des garanties des États-Unis pour protéger sa sécurité. Les Ukrainiens connaissent leur histoire. Ils ont toujours été dominés soit par les Russes, soit les Polonais.
Et même si l'ogre moscovite est devenu plus débonnaire, il continue à s'en méfier un peu. Alors Marcel, évidemment, on peut expliquer la hâte qu'ont mis le président Bush et le président Helsinki pour signer ce traité? On comprend bien le désir de George Bush en fin de mandat, le 20 janvier, de faire une sortie en beauté, comme on dit, de laisser derrière lui l'image d'un président qui a réussi à imposer aux Russes la fin de la guerre froide. Pour Boris Yeltsin, c'est plus surprenant, et pourtant il semblait plus pressé encore que son partenaire. Or, il connaît les difficultés qui l'attendent du côté des Ukrainiens, par exemple, mais aussi devant le Parlement et l'opinion publique russe. Malgré des concessions américaines de dernière heure, les Russes apparaissent comme les perdants dans le marché qui sera conclu demain matin. Ils renoncent à l'essentiel de leur arsenal stratégique, les fusées à ogives multiples entreposées au sol, alors que les Américains, eux, conservent leurs pièces maîtresses, les fusées Trident, entreposées dans les sous-marins. Les communistes conservateurs, les ultranationalistes ne sont pas les seuls à parler de bradage de la défense russe. Les partisans de Boris Yeltsin, eux aussi, trouvent qu'il y a eu un peu de hâte à conclure ce traité et ils parlent de course au désarmement qui remplace un peu trop vite la course aux armements. Plusieurs raisons à la hâte de Boris Yeltsin. D'abord, pour lui aussi, un effet d'image, faire oublier Gorbatchev, être l'artisan du retour de l'ex-URSS dans le concert des nations. Ensuite, apparaître aux yeux des Américains comme un bon élève afin de mériter les aides financières massives dont la Russie a bien besoin. Merci Marcel, merci pour ces explications, d'autant que la liaison était un petit peu difficile avec Moscou et vous avez été pris un petit peu de court par la liaison satellite. Voilà, demain les centres de gravité diplomatiques vont se déplacer. Les capitales, ce seront Paris et Addis Abeba. Paris, ce sera la 3e étape de George Bush, après la Somalie et après Moscou. Le président américain rencontrera en effet le chef de l'État français, François Mitterrand. J'apprends à l'instant que ce sera une visite éclair, puisque le président américain arrivera un peu après 15 h et repartira dès 20 h de Paris. Addis Abeba, c'est là que Boutros Ghali, le secrétaire général de l'ONU, rencontrera les représentants des 19 pays qui ont envoyé des troupes en Somalie. C'est là aussi que lundi, il devrait tenter de réconcilier les différents partis politiques somaliens. Demain matin, en tout cas, le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, se rendra à Mogadiscio, en Somalie donc. C'est maintenant, pour la Somalie, que la vraie question est posée. La force internationale ne va pas rester éternellement, cela on le sait. Alors que va-t-il se passer après? Éric Meunier, Éric Mézy à Bardera, reportage. La vie normale reprend à Bardera. Désormais, tous ceux qui vivent ici doivent se considérer comme des frères. Si vous vous êtes mal conduit avant notre arrivée, vous avez la possibilité de vous racheter. Débarqués ici la veille de Noël, sans rencontrer la moindre résistance, les Marines tentent maintenant de faire comprendre le pourquoi de leur présence, le pourquoi du quadrillage systématique de la ville. Ils sont partout, ils ont l'œil sur tout. Leur méfiance semble la même qu'au premier jour, malgré l'apparente indifférence de la population. Il y en a certains qui ne voudraient pas qu'on soit là. Mais je pense que c'est ceux qui volaient la nourriture aux paysans. Principale conséquence de la Pax Americana à Bardera, ce camp de 10 000 réfugiés à la sortie de la ville qui en faisait un des objectifs prioritaires de Restore. Ce camp, soumis à tous les pillages, à nouveau respire. Et l'aide alimentaire, plusieurs vols quotidiens, parvient enfin à ceux qui en ont besoin. Les gens sont quand même dans des états meilleurs, mais le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a un regain d'arrivée et qu'en fait les gens qui arrivent sont aussi très très mal. Mais la haine n'est pas apaisée pour autant. Ce matin-là, une femme est morte. Il faudra attendre que ses parents lui donnent une sépulture décente. Les employés du camp jugent dégradant de l'ensevelir eux-mêmes. Elle et eux ne sont pas du même clan. Preuve que les Américains ont imposé de nouvelles règles sans pour autant s'attaquer aux racines du mal, ce camp, d'anciens baraquements de la coopération italienne à moins de 3 km de la ville. R.C. Morgan, le propre gendre de l'ex-président Siad Barre, le maître de cette partie de la Somalie, a laissé dans sa fuite quelques hommes. Toute cette zone est tenue par notre armée. On a parlé avec les Américains, ils sont d'accord,
Ils nous ont dit de rester ici avec nos armes. Si les Américains n'étaient pas là, les chefs de clan auraient bien fini par s'entendre. On aurait trouvé une solution nous-mêmes. La guerre a quitté Bardera depuis Noël, laissant derrière elle des centaines de mines. Malgré cela, la vie quotidienne a repris ses droits, et tant que les Américains seront là, les braves gens pourront vivre tranquilles. Les autres savent bien que le temps joue pour eux. Jacques Milik, le secrétaire d'État français à la Défense, était aujourd'hui en Somalie. Il a effectué une visite des troupes françaises à Odour, au nord-ouest du pays. En France, les associations d'aide humanitaire lancent un appel pour l'accueil des sans-domicile fixe. En raison du froid, en effet, la situation devient très difficile pour ces personnes qui sont obligées parfois de dormir dans la rue. Alors, Emmaüs, Médecins du Monde et Droit au logement demandent l'ouverture de structures d'accueil. 300 sans-domicile fixe seraient morts cette semaine en France de froid. De son côté, l'Armée du Salut vous demande, pour les mêmes raisons, de donner des couvertures pour ces gens-là. Nicolas Vinclair, pardon. Ce Noël 92, ils l'ont passé en plein air, sur le trottoir d'une ville de banlieue. En région parisienne, ceux que l'on appelle les sans-abri seraient près de 13 000. Pour beaucoup d'entre eux, les rigueurs de l'hiver ne sont synonymes que de détresse. Face à une situation qu'elles estiment dramatique, des associations, parmi lesquelles Médecins du Monde, lançaient aujourd'hui un appel pour que soient rapidement ouvertes des structures d'accueil. Là, on pense qu'il y a une véritable urgence pour pouvoir accueillir des gens à toute heure de la nuit. Parce qu'en fait, le vrai danger, quand il fait froid, c'est qu'à partir de 1h, 2h du matin, il n'est plus possible de trouver un endroit pour s'abriter. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une structure d'accueil dans les centres, au cœur des grandes villes, qui puisse accueillir de façon permanente entre 1h du matin et 6h du matin, puis qui puisse accueillir des sans-logis. Il resterait aujourd'hui 100 à 150 places libres dans les différents centres d'hébergement en région parisienne. Ce sera très probablement insuffisant si le froid hivernal de ces derniers jours persiste. Les associations espèrent aujourd'hui que l'administration, mais aussi les entreprises et les simples citoyens se mobiliseront pour offrir un toit aux plus démunis. L'AZT, le médicament le plus efficace jusqu'à présent contre le sida, perdrait peu à peu de son efficacité, justement. Selon des chercheurs américains de l'Université de Los Angeles, l'AZT serait inopérant sur certains malades, même si ces malades n'ont pas utilisé le médicament avant. Heureusement, les chercheurs, on le sait, trouvent d'autres médicaments en ce moment. Alban Mikosi, explication. Ce médicament produit industriellement l'AZT ou zidovidine est la première molécule active découverte contre le virus du sida. Son fonctionnement est bien connu. Le virus du sida, HIV, s'étend en se reproduisant dans les cellules. L'AZT bloque cette multiplication, surtout lorsqu'elle est administrée à des malades dépistés assez tôt. Problème, l'AZT perd de son efficacité après un certain temps d'utilisation. Le virus se développe de nouveau, et ce, malgré le médicament. Les médecins américains ont découvert que ce virus plus résistant pouvait être transmis tel quel. Ainsi, le nouveau malade est insensible à l'AZT sans en avoir jamais pris. On ne réglera pas le problème thérapeutique de la maladie VIH avec une seule molécule. Et ce phénomène de résistance à l'heure actuelle ne concerne pas seulement la zidovidine. On sait que tous les traitements au long cours peuvent donner au bout d'un certain temps une résistance. La zidovidine n'est donc pas un médicament miracle. Cela, on le savait. Dans l'attente d'un vaccin contre le sida, l'AZT devra être couplé à d'autres médicaments. Le DDI, mais aussi le DDC, un nouveau traitement d'origine suisse qui va faire son apparition prochainement dans les hôpitaux français. Les tarifs d'assurance à la hausse, c'est la première mauvaise surprise de l'année 93 pour les automobilistes. Au 1er janvier ou au 1er avril, ça dépend. Les hausses prévues des primes sont d'environ 10%. Aïe aïe aïe, Léo Lamberton. Une voiture sur 25 a été volée ou forcée en 1992, 20% de plus que l'année précédente. Une envolée qui s'explique notamment par l'ouverture de nouvelles filières pour les trafiquants. Certains montrent du doigt les pays de l'Est. Insupportable, crient les assureurs. D'après eux, les vols de voitures leur ont coûté 8,5 milliards de francs en 92. Résultat, ils se retournent vers leurs clients pour payer l'addition. Cette année, les assurances auto vont augmenter en moyenne de 10%. Il est vraisemblable que ces 10% d'augmentation sont dus à des mauvais placements financiers, à une situation immobilière et financière qui est assez désastreuse. Et moins
comme le disent et comme le prétendent les assurances, beaucoup moins pour des raisons d'augmentation des vols. Ce serait quand même, c'est assez difficile à imaginer comme ça. Mais toutes les compagnies ne vont pas appliquer la même hausse. Certaines seront moins sévères que d'autres. Les mutuelles, elles, n'envisagent d'augmenter leurs tarifs que de 5%. Les associations de consommateurs conseillent de faire jouer la concurrence la plus large possible. Rappel, depuis le 1er janvier, on peut assurer sa voiture n'importe où dans la communauté. Voilà, alors faites vos comptes. L'Europe qui change avec le marché unique. Eh bien, depuis hier, vous le savez, les barrières douanières sont tombées, notamment pour les marchandises. Dernier exemple en date, les Anglais et l'alcool. Jusqu'à présent, nos amis britanniques, lorsqu'ils venaient chez nous, n'avaient droit qu'à une faible quantité d'alcool. Maintenant, ils peuvent en ramener au moins 20 litres par personne. Or, en France, l'alcool est moins cher que chez eux. Nathalie Dolé, les Anglais s'organisent. Les Anglais vont-ils de nouveau débarquer en masse sur nos côtes ? 20 packs de bière, 20 litres d'alcool et 90 litres de vin, c'est ce que chaque Britannique peut acheter en France en un seul voyage. De quoi développer les day trips, ces allers-retours en une journée pour refaire ses stocks. Bonne nouvelle pour tout le monde, les Anglais pourront dépenser chez nous encore plus. Les Anglais qui viennent dans notre magasin dépensent à peu près 300 francs en moyenne, par caddie moyen, en liquide. Bon, aujourd'hui avec les nouvelles normes européennes, on sait qu'ils peuvent aller jusqu'à plus de 10 000 francs. Des centaines à refaire chaque jour les mêmes calculs, des francs à la livre. Ici, c'est indubitablement meilleur marché. La bière, c'est beaucoup moins cher en France. C'est peut-être le quart du prix en Angleterre. C'est affreux qu'on paye en Angleterre. Grâce à cet afflux de Britanniques, le rayon liquide de cet hypermarché participe pour 30% au chiffre d'affaires global de l'établissement. Une activité 3 fois plus importante que dans un magasin classique. Bref, clients et commerçants sont comblés, au point que certaines compagnies de transport envisagent de faire accompagner leurs bus aux coffres devenus trop petits par des camions. Combien de bouteilles avez-vous acheté aujourd'hui ? 4 ou 500, c'est pour ma famille et pour moi-même. Je viens toutes les 2 ou 3 semaines. Évidemment, les brasseurs anglais s'inquiètent de cette situation. En 93, une canette de bière sur 8 consommée en Grande-Bretagne aura été achetée à l'étranger. De quoi rallumer de vieilles querelles. Autre chose, invité demain de l'heure de vérité sur France 2 à 12h, l'une des étoiles montantes de la politique française, Dominique Voynet. C'est cette jeune femme, l'une des 4 porte-paroles des Verts. Cette jeune femme qui est en train de piquer la vedette à Vester, on peut le dire. Pascal Golomer. Faut-il y voir un symbole ? Coincée entre Vester et Lalonde, une femme. Dominique Voynet signait ce jour-là l'accord électoral avec Génération Écologie. Elle est d'ailleurs de ceux qui, chez les Verts, ont le plus milité en faveur de cet accord. Non par sympathie pour Brice Lalonde, loin de là, mais parce qu'elle est persuadée qu'il n'y a pas d'autre solution pour percer aux législatives. Simple question de réalisme. Elle n'a que 34 ans, mais c'est déjà une politicienne chevronnée qui prend de plus en plus de place au sein du mouvement écolo. Porte-parole depuis l'an dernier, elle est parvenue à faire de sa tendance, les Verts pluriels, la tendance majoritaire de son parti devant celle d'Antoine Vester, un tournant. Elle se veut plus ouverte sur le monde extérieur, davantage préoccupée par les problèmes sociaux que le leader alsacien. Et cela semble payer. En mars, elle se présentera dans la circonscription de Dole, dans le Jura, où elle est déjà conseillère municipale, et elle se met à rêver du Palais Bourbon. Mais elle songe aussi de plus en plus à un candidat écologiste unique au présidentiel, qui serait une candidate. Les animaux malades n'ont pas de la peste, mais du froid. Ça se passe en Lorraine, dans le parc animalier de Sainte-Croix, en Moselle. En fait, vous allez le voir, si le zoo a été pris par les glaces, les animaux n'en ont pas vraiment souffert. Reportage de nos confrères de France 3, Nancy. Il y a un peu d'eau au fond. Il pèle, il gèle, sale temps pour les hirondelles. Au parc animalier de Sainte-Croix, Pierre Singer doit briser la glace pour que lynx, sanglier, cervidés puissent se désaltérer. Mais hormis ce léger inconvénient, nos amis les bêtes vont bien, merci, et s'accommodent bien mieux que nous aux baisses du thermomètre. C'est un temps qu'ils apprécient. On a eu une arrière-saison octobre-novembre qui était un petit peu désastreuse. Beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. On est au pays des étangs avec un sol argileux. Très vite, c'est la boue. Les animaux sont là beaucoup plus sensibles aux bronchites, sont sensibles également au niveau de leurs sabots, sont sensibles au niveau des parasitages, au niveau de la douve, qui sont des maladies assez typiques des régions d'étang. Alors que là, ce froid sec, l'ambiance est sèche, elle est saine et les animaux sont contents. Heureux. Bien sûr, ça glisse un peu. Mais en ces temps hostiles, les canards savent très bien faire leur trou.
Bien, les canards sont parmi les rares animaux en effet à souffrir du froid, parce que ce grand froid est plutôt sain pour les animaux. Mais eux ont le problème de vivre leur milieu naturel, la vie faune, c'est l'eau. Bon, l'eau évidemment, par ces grandes températures, les grandes étendues se gèlent très rapidement. Vous arrivez le matin, tous les étangs sont gelés, puis tout d'un coup vous en avez un des 3 ou des 4 du parc qui lui n'est pas gelé du tout. Et en fait ce sont les canards qui se sont regroupés, très intelligemment d'ailleurs, parce qu'ils choisissent toujours l'étang le plus abrité, celui où le gel est le moins efficace. Alors tout simplement ils s'y regroupent et puis ils font bouger l'eau, hein. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Une eau un petit peu en circulation ne gèle pas et malgré tout plus il fait froid, plus ça devient petit. Voilà nos astucieux palmipèdes condamnés à ramer en attendant le redoux. Allez donc leur dire, vous, qu'il fait un froid de canard. Le sport, c'était cet après-midi dans Sport Passion de Jean Mamère, en direct sur France 2. Les adieux de l'un des plus grands couples du patinage artistique. Klimova, Ponomarenko. Une dernière exhibition. Ce sont eux qui, il y a un peu moins d'un an, aux Jeux Olympiques d'Albertville, avaient remporté la médaille d'or en battant les Duchesnay, médaille d'argent. Et demain, Klimova, Ponomarenko, ils seront les invités de Stade 2, présentés par Patrick Chêne. Superbe. Christine Janin. Christine Janin, c'est l'une des femmes les plus hautes du monde, pas par sa taille, mais par ses exploits. C'est une alpiniste. En quelques mois, elle a grimpé 7 sommets parmi les plus hauts du monde. Pour ce dernier Noël, elle s'est offert la Concagua. C'est le plus haut sommet d'Amérique latine, à presque 7000 mètres. Thierry Clopeau. L'Everest, 8848 mètres. Christine Janin est la première Française à gravir le toit du monde. C'était le 5 octobre 1990, le premier continent, l'Asie. Du haut de son mètre 50, Christine décide alors de tenter l'exploit, gravir pour la première fois dans l'histoire de l'alpinisme les 7 plus hauts sommets des 7 continents. Le 5 juin 92, le mont Vinson dans l'Antarctique, les 10 dernières heures d'ascension se font à moins 30 degrés. Le 19 mai, le McKinley en Alaska, une véritable tempête de neige qui durera 12 jours. Catherine est au bord de l'abandon, mais à 4250 mètres, c'est l'éclaircie et la victoire. L'Elbrus, en juillet, le plus haut sommet d'Europe de l'Est, le plus facile. L'escalade est accomplie en 8 heures avec une petite brise venue de la mer Noire. Le 14 octobre, c'est l'Afrique noire, le pic Uhuru, au sommet du Kilimandjaro, 5895 mètres. Fin octobre, une longue marche d'approche sous la pluie équatoriale de la Nouvelle-Guinée, le mont Carstens, à 5030 mètres, est vaincu. Et puis, le 25 décembre, la délivrance, le dernier continent, l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes et le cri du cœur pour Petite Pomme, c'est le surnom de Christine. La Concagua, le dernier sommet gravi, l'exploit. À vrai dire, il y a des continents qui sont divisés en deux parce qu'en géographie, on apprend qu'il y a 5 continents. Mais enfin, l'Amérique du Nord plus l'Amérique du Sud, etc. Voilà, journée de transition pour les concurrents du Paris-Dakar. Ils ont embarqué aujourd'hui à 7, destination Tanger et puis l'Afrique. En fait, la course va commencer réellement lundi. Et à partir de lundi, France 2 et France 3 vous feront vivre au jour le jour cette course avec des reportages juste après toutes nos éditions des journaux. Le théâtre maintenant, début d'année superbe à la Comédie Française avec La Serva Amorosa, c'est une pièce de Goldoni. Goldoni, c'est un auteur vénitien dont on va fêter le bicentenaire en 93 justement. Parfois un peu méprisé en France, on redécouvre aujourd'hui toute la modernité de Goldoni. Vincent Guérard, Jean-François Chevet, 3 heures de bonheur à la Comédie Française. Difficile à résumer. La blonde Catherine Yegel n'a rien d'une fille du Sud, pourtant elle a joué tout Goldoni aux Français. Normal qu'elle soit Coraline, la servante aimante, une pièce majeure de Goldoni jamais jouée dans la langue de Molière. Coraline a suivi par compassion son jeune maître Florindo. De ma poudre magique, que surgisse un sequin, le voilà. Chassé de chez lui par sa garce de belle-mère qui guigne l'héritage. Mon père peut-être nous l'a procuré. Sûrement pas, le pauvre Ottavio ne décide plus de rien et se fait manœuvrer comme un gamin. Vous deux, vous et moi. Quel jeu? À vive l'amour. À 2, c'est impossible. Je veux jouer à vive l'amour. À vive l'amour. Et pour ce rôle, Jacques Serres a trouvé l'inspiration dans son enfance. Oui, ma chérie. Je me suis inspiré de beaucoup de gens âgés, ma grand-mère par exemple. Quelle patience avec ce vieux gâteux.
Elle m'a emmené chez l'inspecteur des impôts pour essayer d'obtenir un dégrèvement. Et alors, voilà, elle m'a emmené. Des choses comme ça. C'était quelqu'un un petit peu comme Ottavio. Bon, ça suffit comme ça. Goldoni est un auteur révolutionnaire. Fini la femme confinée dans les rôles de soubrette, comme chez Molière. Il leur donne une véritable existence, à preuve Coraline et son combat pour la justice. Elle ne devra qu'à elle seule de tirer d'embarras Florindo. Je suis une honnête femme. Je ne permettrai pas qu'un fille à la sauve. Plus d'amour, Coraline. Ne me faites pas rougir davantage. Votre servant. Où allez-vous? Vous diriez que Goldoni était un féministe avant l'heure? Ah oui, mais j'ose plus dire ce mot-là parce que ça paraît cochon, obscène. Tout le monde, dès on parle de féminisme, les gens vous disent ça va pas, c'est réglé, tout va très bien. Luchador, mais non, ça va très bien, etc. Bon, oui, alors féministe, oui, ça certainement. Il aimait les femmes. Et Goldoni, non content d'aimer les femmes, aime les mots jusqu'à la gourmandise. Ils m'ont envoyé chercher un croque-vif. Qu'est-ce que c'est que ce croque-vif? C'est le contraire d'un croque-mort. Je ne comprends pas. Le croque-mort, il vient croquer le mort quand il est mort. Et ben celui-là, il vient le croquer quand il est encore vivant. Et qui est-ce? Le notaire. La servante aimante, 3 heures de bonheur entre farce et gravité, réglée par Jacques Lassalle et rythmée par les changements de décor magiques de Rudy Sabunghi. L'Italien Goldoni ne pouvait rêver plus beau cadeau pour ce début de bicentenaire. On termine le journal ainsi. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Alors c'est simple, c'est toujours plus froid, même si c'est très beau. Ensuite, spécial que le meilleur gagne. Nagui reçoit une centaine de personnalités pour participer à votre jeu favori. Je sais que vous êtes très nombreux à le suivre. Ensuite, spécial double jeu, Thierry Ardisson qui présente les meilleurs moments de l'année de son émission. Enfin, vers minuit, dernière édition du journal présentée par Catherine Sellac. Bonne soirée sur France 2. À demain, dès 13h.